Dans la précédente chronique, je vous ai conduit d'un long séjour dans les profondeurs d'un gouffre au rouage des horloges biologiques. Cette nouvelle chronique démarre par un récit qui date de plus de 2500 ans, celui du premier marathonien de l'histoire, dénommé Philippides. Et cette chronique me conduira à vous présenter un système très efficace de refroidissement cérébral qu'on trouve chez certains animaux tels que le chien. Philippides est évoqué pour la première fois dans les écrits d'Hérodote, un historien grec qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote fut surnommé le père de l'histoire par Cicéron en raison de son unique œuvre intitulée Les Histoires et qui est centrée sur les guerres médiques qui opposèrent les Grecs aux Perses au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans le livre 6 de ces histoires, Hérodote nous raconte les événements qui ont eu lieu 490 ans avant Jésus-Christ en Grèce antique. La Grèce est alors divisée en cités-États et elle doit faire face à une invasion perse. L'île de Naxos est pillée par les Perses, puis c'est au tour de la cité d'Érétrie d'être occupée après 7 jours de siège, et les Athéniens, apeurés devant la menace perse, décident de demander de l'aide à la vigoureuse et guerrière cité de Sparte. Un de leurs plus vaillants messagers s'appelle Phidippides ou Philippides, ce qui signifie, en grec, celui qui s'abstient de cheval. Les Athéniens envoient Philippides convaincre les soldats de Sparte de venir leur prêter main forte. Et Philippides va ainsi parcourir en 2 jours seulement les 220 kilomètres qui séparent Athènes de Sparte. Les Spartiates sont sensibles à cet appel à l'aide, mais leur rite sacrificiel en cours leur interdit toute hostilité jusqu'à la pleine lune suivante, et ils ne pourront donc pas venir aider les Athéniens avant 7 jours. Et Philippides repart en courant à Athènes pour communiquer cette réponse aux siens. Sans attendre d'aide des Spartiates, les Athéniens décident alors de lancer la bataille contre l'envahisseur perse. Un jour d'été de l'an 490 avant Jésus-Christ, dans la plaine asséchée de Marathon, située à une quarantaine de kilomètres au nord d'Athènes, un combat s'engage, opposant sous un soleil de plomb quelques 20 000 envahisseurs perses à 10 000 soldats grecs. Et, après une rude journée de combat, malgré leur infériorité numérique, les Athéniens, mieux organisés, vont remporter cette bataille. Et en souvenir de l'exploit sportif de Philippides, qui courut d'Athènes à Sparte, il existe, depuis 1983, une course de 246 km appelée le Spartathlon et qui est disputée chaque année entre Athènes et Sparte. 6 siècles après la bataille de Marathon, une histoire différente de celle d'Hérodote va nous être contée par le penseur grec Plutarque, qui la tient lui-même d'Héraclide du Pont, un philosophe athénien qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Plutarque nous raconte qu'après la bataille de Marathon, un jeune soldat dénommé Euclès a été envoyé de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire des siens contre les Perses. Euclès
rempli de la chaleur du combat, souillé de poussière et de sang, va courir la quarantaine de kilomètres qui séparent la plaine de Marathon de la cité d'Athènes. Éreinté par les efforts fournis pendant les combats, puis durant cette course, le messager entre dans la cité athénienne et s'effondre aux pieds des magistrats réunis devant le grand temple. Réjouissez-vous, murmure-t-il, nous les avons vaincus. Mais ce seront ses dernières paroles, et, selon les mots de Plutarque, c'est dans la joie que son âme le quitte alors. Au IIe siècle de notre ère, l'orateur et écrivain Lucien de Samosate va faire l'amalgame entre ces deux histoires, celle du long périple de Philippides entre Athènes et Sparte, et celle de la mort tragique d'Euclès, les fusionnant en un seul et même récit. Et on retient donc aujourd'hui que c'est Philippides qui a couru de Marathon à Athènes avant de succomber à son effort, cette mort tragique l'ayant fait entrer à jamais dans la postérité. Avec cette sculpture réalisée au XIXe siècle par Jean-Pierre Cortot, l'artiste nous présente l'instant où Philippides, exténué, vient de tomber aux pieds des magistrats d'Athènes. Et dans un dernier sursaut de fierté, Philippides redresse son buste et brandit bien haut vers le ciel la palme de la victoire. En mémoire à Philippides, courant de Marathon à Athènes, a été créée en 1896 aux Jeux olympiques d'Athènes l'épreuve du marathon, dont la distance est alors d'environ 40 km. Mais pour les Jeux olympiques de Londres en 1908, le départ du marathon a lieu devant le château de Windsor et le roi Édouard VII exige que l'arrivée se fasse devant la loge royale dans le stade olympique, soit un trajet de 42 km 195. Cette distance du marathon devient officielle à partir de 1921 et elle n'a jamais changé depuis. Mais revenons sur la mort tragique du valeureux Philippides. Il existe de très nombreuses hypothèses pour tenter d'expliquer la cause de son décès. Par exemple, une surproduction de cytokines inflammatoires, une atteinte du cœur ou du foie, une déshydratation aiguë ou un coup de chaleur. Et parmi ces différentes hypothèses, je vais m'attarder sur celle de l'hyperthermie cérébrale, ce qui nécessite d'aborder quelques points sur la régulation de la température du corps. La plupart des animaux sont des ectothermes, c'est-à-dire que la chaleur issue de leur métabolisme est trop faible pour qu'ils puissent maintenir leur température à une valeur élevée et constante. Ces animaux ectothermes, tels que les insectes, les poissons, les amphibiens et les reptiles, sont thermiquement mal isolés, si bien que la chaleur que leur faible métabolisme libère est rapidement perdue dans un environnement froid. Par contre, leur mauvaise isolation thermique leur permet de se réchauffer rapidement à partir d'une source de chaleur externe. La température de leur corps suit donc à peu près les variations de la température externe. La principale source de chaleur de ces animaux est donc externe, d'où le nom d'ectotherme. La régulation de la température des ectothermes est essentiellement comportementale, ces animaux recherchant sans cesse l'environnement thermique le plus favorable. Par opposition, les animaux qualifiés d'endothermes ont un métabolisme élevé. Ce sont les oiseaux et les mammifères. Ils sont bien isolés par leurs poils, leurs plumes et leur tissu adipeux sous-cutané, ce qui leur permet de conserver la chaleur qu'ils produisent
même lorsqu'ils sont placés dans un environnement froid. En raison de leur bonne isolation, les endothermes ont donc une température corporelle qui dépend essentiellement de leur propre production de chaleur, d'où le nom d'endotherme. Un système de thermorégulation efficace permet aux endothermes de maintenir constante leur température interne. Cette constance de la température interne ou homéothermie ne s'applique qu'à la partie profonde du corps de l'organisme endotherme, partie appelée le noyau thermique et dont la température est d'environ 37 degrés chez l'homme. Le noyau thermique de l'endotherme englobe des organes dont le métabolisme est élevé et qui produisent donc beaucoup de chaleur. Ce sont les viscères thoraciques et abdominaux, le système nerveux central et les muscles squelettiques. Et c'est sur le noyau thermique que vont s'appliquer les mécanismes thermorégulateurs. Par opposition au noyau thermique, on distingue dans l'organisme endotherme une enveloppe thermique formée par la peau, les tissus sous-cutanés et les extrémités du corps. Cette enveloppe thermique présente une température variable. Elle se refroidit en ambiance froide et elle se réchauffe dans un environnement chaud. Dans les mécanismes de transfert de chaleur entre un organisme et son environnement, la conduction est le transfert de chaleur entre des objets ou des substances qui sont en contact direct. La convection est un transfert de chaleur par circulation de l'air ou d'un liquide. La radiation est un transfert de chaleur par rayonnement électromagnétique et l'organisme peut aussi perdre de la chaleur par évaporation d'eau. Chez les mammifères, le centre intégrateur des mécanismes de thermorégulation est localisé dans une petite zone enfouie dans les profondeurs de notre cerveau et appelée l'hypothalamus. Ce centre nerveux de la thermorégulation est informé à la fois de la température externe détectée par des thermorécepteurs cutanés et de la température interne détectée par des thermorécepteurs profonds présents notamment dans l'hypothalamus. Une zone de l'hypothalamus constitue une sorte de thermostat caractérisé par une température centrale de consigne qui est environ de 37 degrés chez l'homme. Et en cas de différence entre la température détectée et la température de consigne, l'hypothalamus va commander divers organes dont les réponses permettront d'ajuster la température du corps à la température de consigne. Ainsi, lorsque l'hypothalamus est informé que notre organisme doit lutter contre le froid, il va activer, par l'intermédiaire de fibres nerveuses somatiques, l'activité des muscles squelettiques, ce qui provoque le frisson et augmente donc la thermogenèse. Et en réponse au froid, l'hypothalamus active aussi les fibres nerveuses sympathiques qui innervent les vaisseaux sanguins cutanés, entraînant ainsi une constriction de ces vaisseaux. Et le sang va alors avoir tendance à circuler préférentiellement dans le noyau thermique, mais très peu dans l'enveloppe thermique. Et comme la peau est isolée des organes profonds par une couche de tissu adipeux sous-cutané, la perte de chaleur par la surface de la peau se trouve donc considérablement réduite et donc la thermolyse diminue. Nous venons de voir la boucle de thermorégulation en réponse au froid et je vais vous présenter maintenant la boucle de thermorégulation en réponse au chaud. Prenons par exemple le cas d'un sujet qui pratique une course prolongée. L'activité des muscles squelettiques va conduire à une forte production de chaleur, c'est-à-dire à une augmentation de la thermogenèse, ce qui va élever la température du noyau thermique. L'hypothalamus perçoit
cette augmentation de la température du noyau et il va déclencher la mise en route des mécanismes capables d'augmenter la thermolyse. Une des réponses est l'inhibition des fibres nerveuses sympathiques qui innervent les vaisseaux sanguins cutanés, entraînant une dilatation de ces vaisseaux. Plus de sang va donc circuler dans l'enveloppe thermique, ce qui permet d'augmenter la thermolyse. L'hypothalamus répond aussi au réchauffement du noyau thermique en déclenchant l'évaporation qui a lieu chez l'homme à la surface de la peau par le processus de sudation. Des fibres nerveuses sympathiques stimulent les glandes sudoripares présentes dans la peau et ces glandes sécrètent alors de la sueur. La vasodilatation des vaisseaux de la peau permet d'amener la chaleur vers l'enveloppe thermique et cette chaleur va vaporiser le liquide contenu dans la sueur des glandes sudoripares. Cette évaporation de l'eau de la sueur a pour intérêt d'utiliser cette chaleur excédentaire pour transformer l'eau liquide en vapeur d'eau, ce qui augmente la thermolyse et permet donc à l'organisme de se refroidir efficacement si l'air est sec, mais ce mécanisme est d'autant moins efficace que le taux d'humidité de l'air est élevé. De plus, chez un coureur à pied, le vent relatif créé par le déplacement du coureur va rendre la convection efficace pour favoriser la thermolyse par sudation. Le processus de sudation a l'avantage de permettre d'éliminer de la chaleur, mais il entraîne aussi une déshydratation de l'organisme. Les oiseaux, ainsi que de nombreux mammifères, tels que le chien, ne pratiquent pas la sudation, mais le halètement. Dans ce cas, l'évaporation va se produire au niveau de leur voie respiratoire. Ils utilisent alors leur structure buccale et leur voie respiratoire supérieure pour évacuer de la chaleur par évaporation. L'air présent dans les alvéoles des poumons, qui est saturé en vapeur d'eau, va se condenser au niveau de leurs conduits aériens supérieurs, qui peuvent alors être le siège d'une évaporation permettant le refroidissement du corps. Le halètement vise donc à augmenter la circulation d'air, essentiellement dans les conduits aériens supérieurs. Et pendant le halètement, la fréquence ventilatoire va augmenter. Et ainsi, l'augmentation de la circulation d'air dans les voies aériennes, associée à la chaleur des vaisseaux qui irriguent les voies respiratoires et les structures buccales, va permettre une évacuation efficace de la chaleur par évaporation d'eau. Il s'agit donc ici d'une thermolyse ventilatoire. Mais comme la sudation, le halètement entraîne une déshydratation de l'animal. Notons que certains mammifères peuvent se refroidir à la fois par halètement et par sudation. Ce document montre les variations de la température centrale, de la thermogénèse et de la thermolyse chez un homme effectuant un exercice musculaire d'intensité constante, par exemple une course en conservant le même rythme. Dès le démarrage de l'exercice, la thermogénèse va augmenter en raison de la mobilisation des muscles squelettiques impliqués dans l'exercice. Les mécanismes de thermolyse par sudation sont d'apparition plus lente, se déclenchant seulement après un certain délai. Et ainsi, en début d'exercice, la thermogénèse l'emporte sur la thermolyse, si bien que la température centrale va augmenter. Puis, la thermolyse va compenser intégralement la thermogénèse et la température centrale se stabilise alors. La constance
de la nouvelle température corporelle montre que celle-ci est toujours régulée par l'hypothalamus, mais la température de consigne a été augmentée. À la fin de l'exercice, les muscles qui avaient été sollicités pendant l'effort cessent leur activité, si bien que la thermogenèse va brutalement diminuer. Mais après l'effort, la thermolyse par sudation se poursuit jusqu'à ce que la température centrale ait retrouvé sa valeur initiale. Notons que les neurones sont particulièrement sensibles à une augmentation de la température. Lors de la fièvre, le thermostat hypothalamique s'élève et la température du corps va augmenter. Une forte fièvre chez l'enfant peut entraîner des convulsions, c'est-à-dire des contractions musculaires involontaires qui secouent l'ensemble du corps. Chez l'homme, il y a un risque de décès au-delà de 41,5 degrés en raison de complications cérébrales irréversibles. Et retenons bien qu'il faut donc éviter l'hyperthermie cérébrale. Certains mammifères, tels que le chien et le chat, la chèvre et le mouton, le dromadaire et la gazelle, possèdent à la base de leur cerveau un dispositif anatomique particulier appelé le rété mirabilis ou réseau admirable, qui est un réseau particulier de petites artères provenant des artères carotides. Ce réseau est aussi appelé plexus carotidien et il a été découvert vers l'an 300 avant Jésus-Christ par le médecin Hérophile, probablement en disséquant des têtes de moutons. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le médecin Claude Gallien, qui travaille à Rome, pense à tort que ce réseau carotidien existe chez l'homme et qu'il joue un rôle vital. Mais il faudra attendre le XVIe siècle pour que des anatomistes tels qu'André Vézal démontrent que ce réseau carotidien n'existe ni chez l'homme ni chez les autres primates. Et nous allons voir que ce plexus carotidien confère aux animaux qui le possèdent la capacité à refroidir leur cerveau. Chez les mammifères ne possédant pas de plexus carotidien, tels que l'homme et les autres primates, le cerveau est irrigué en avant par deux artères carotides, droite et gauche, et en arrière par deux artères vertébrales, droite et gauche. Ces deux paires d'artères se rejoignent à la base du cerveau pour former l'hexagone de Wallace, du nom de l'anatomiste anglais qui l'a décrit au XVIIIe siècle. C'est de cet hexagone que naissent ensuite toutes les artères qui vont irriguer l'ensemble du cerveau. Chez les mammifères pourvus d'un plexus carotidien, comme par exemple le mouton, le sang artériel envoyé au cerveau part toujours de l'hexagone de Wallace. Mais la plus grande partie du sang artériel qui arrive à cet hexagone lui est amenée par les artères carotides qui passent par le plexus carotidien avant de parvenir à cet hexagone. Chez tous les mammifères qui possèdent ou non un plexus carotidien, on trouve à la base du cerveau des portions de veines dilatées qui forment d'importants réservoirs de sang veineux appelés des sinus veineux. L'un de ces sinus est appelé le sinus caverneux. Le sang veineux qui passe dans le sinus caverneux va rejoindre ensuite les veines jugulaires qui sont présentes dans le cou et qui permettent le retour du sang veineux vers le cœur. Chez les mammifères dépourvus de plexus carotidien, les carotides cheminent à travers le sinus caverneux avant d'atteindre l'hexagone de Wallace. Mais chez les mammifères qui
possède un plexus carotidien, le sinus caverneux englobe le plexus carotidien. Le plexus carotidien, par exemple du mouton ou du chien, est donc à l'intérieur du sinus caverneux. Le sang veineux qui provient du nez et de la bouche pénètre dans le sinus caverneux, puis il baigne toutes les petites artères du plexus artériel et il en ressort ensuite par la veine jugulaire interne. En même temps, le sang artériel qui vient du cœur pénètre dans le plexus carotidien par les branches de l'artère carotide. Les petites artères du plexus carotidien ont une très fine épaisseur, ce qui va favoriser les échanges thermiques entre le sang artériel qu'elles contiennent et le sang veineux qui est présent dans le sinus caverneux. Prenons l'exemple d'un chien qu'on va faire courir à un rythme régulier pendant 15 minutes et chez lequel on mesure la température du sang carotidien et la température du cerveau. Lors de l'effort physique, l'activité des muscles augmente la température du noyau thermique. La température du sang qui quitte le cœur et qui circule dans les carotides augmente ici d'environ 2 degrés. Ce sang artériel réchauffé qui parvient au cerveau devrait donc le réchauffer aussi d'environ 2 degrés. Mais cette expérience montre que le cerveau est refroidi dès que l'exercice commence, puis le cerveau est maintenu pendant toute la durée de la course du chien à une température d'environ 1,3 degré en dessous de la température du corps. Le chien dispose donc d'un système de refroidissement cérébral. Prenons un autre exemple, celui de la gazelle de Thomson, qui possède aussi un plexus carotidien. Cette petite gazelle vit en Afrique de l'Est et elle est adaptée à la chaleur de la savane. Après une course de quelques minutes, une augmentation rapide de la chaleur corporelle va faire monter la température de son sang artériel de sa valeur normale de 39 degrés à une valeur d'à peu près 44 degrés. Mais pendant la course, la température du cerveau de la gazelle reste aux alentours de 40 degrés et on peut noter qu'en fin de course, la température cérébrale de la gazelle est plus de 3 degrés en dessous de la température du sang carotidien. Le système de refroidissement cérébral de la gazelle de Thomson est donc particulièrement efficace. Chez les mammifères qui disposent, comme la gazelle ou comme le chien, d'un plexus carotidien, le mécanisme de refroidissement du cerveau est le suivant. Lorsque le chien court, sa charge thermique interne augmente, déclenchant le processus de halètement destiné à évacuer la chaleur excédentaire par thermolyse ventilatoire. Et pendant le halètement, mais aussi pendant la course, la ventilation augmente, ce qui accroît l'efficacité de cette thermolyse. Le nez du chien contient un ensemble d'os longs, étroits et courbes qu'on appelle les cornées et qui sont enveloppés par la muqueuse nasale. Lors de l'effort, le débit sanguin augmente au niveau de la muqueuse des cavités nasales et buccales et l'augmentation de la ventilation liée au halètement et à l'effort va accélérer au niveau de ces muqueuses le refroidissement par évaporation, les glandes du nez et les glandes salivaires, sécrétant de plus grandes quantités d'eau d'évaporation. Retenons donc bien que le sang veineux issu
des muqueuses nasales et buccales du chien est refroidi lorsque l'animal est exposé à une chaleur ou lorsqu'il est en cours d'exercice. Et ce sang veineux refroidi va ensuite rejoindre le sinus caverneux avant de passer dans les veines jugulaires et de rejoindre le cœur. Et chez les mammifères ayant un plexus carotidien tel que le chien ou la gazelle, un transfert de chaleur se produit entre le sang artériel du plexus carotidien et le sang veineux du sinus caverneux. En effet, le sang du plexus artériel, réchauffé par suite d'une exposition de l'animal à un environnement chaud ou bien réchauffé par l'exercice physique en cours, va céder une partie de sa chaleur au sang veineux plus froid du sinus caverneux qui l'entoure. Le sang artériel, qui parvient alors à l'hexagone de Willis et qui circule ensuite à l'ensemble du cerveau, est donc sensiblement refroidi par rapport au sang du reste du corps. Le fait que le sang du plexus carotidien et le sang du sinus caverneux circulent en sens opposé permet d'amplifier le transfert de chaleur. Ce mécanisme, qualifié d'échange thermique à contre-courant, permet aux mammifères qui possèdent un plexus carotidien de mieux tolérer l'effort, notamment en milieu chaud. Et il est, par exemple, particulièrement efficace chez la gazelle de Thomson. Chez les mammifères dépourvus de réseau carotidien, il existe cependant aussi des systèmes de refroidissement sélectif du cerveau, mais moins efficaces. Par exemple, chez l'homme, la tête disperse la chaleur par évaporation de la sueur, et le sang veineux refroidi provenant de la face circule aussi dans le sinus caverneux où passent les artères carotides. La température du sang artériel montant vers le cerveau peut donc être aussi un peu abaissée, mais beaucoup moins efficacement que si l'homme possédait, comme le chien ou la gazelle, un plexus carotidien. Le système de refroidissement cérébral du chien ou de la gazelle nous a permis de présenter le fonctionnement d'un système d'échange thermique à contre-courant. Et de tels systèmes se retrouvent chez de nombreux animaux, mais dans différentes zones du corps. Ces échangeurs peuvent par exemple refroidir l'organe qui est situé en aval de ce réseau, ce qui permet par exemple aux dauphins de refroidir ses testicules, ce qui est nécessaire à la fonction testiculaire de production des spermatozoïdes. Ces échangeurs peuvent aussi permettre de conserver la chaleur en amont de ce réseau. Ainsi, de tels systèmes présents dans les nageoires des mammifères marins, dans les ailerons des manchots, dans la queue du castor, la patte des oiseaux échassiers et les membres de l'homme, évitent une déperdition de chaleur au niveau des extrémités du corps. Et chez le thon, un réseau admirable permet aussi de conserver la chaleur produite par la masse musculaire profonde. Mais revenons à Philippides et à l'hypothèse thermique pouvant expliquer sa mort. La bataille de Marathon eut lieu en saison chaude et elle dura toute la journée. C'est donc un Philippides déshydraté et en hyperthermie qui a démarré sa course. Son marathon par temps chaud n'a pu qu'accroître ensuite ce déséquilibre hydrique et thermique. Chez un homme exposé à la chaleur et qui est en déficit hydrique, la déshydratation conduit à freiner la sudation de son corps afin de limiter ses pertes hydriques. Et il en résulte donc une augmentation de sa température centrale. Il est alors en hyperthermie de déshydratation. Mais le refroidissement sélectif du cerveau de l'homme, bien que moins efficace que celui du chien ou de la gazelle,
va fonctionner, avec notamment un maintien de la sudation de la tête. Ainsi, la déshydratation, combinée au refroidissement de la tête, va contribuer à augmenter le stockage de la chaleur dans l'organisme, tout en empêchant un échauffement excessif de la tête et donc du cerveau. Et si ce même sujet est en train de courir, l'activité de ces muscles va encore élever sa température corporelle profonde. Le refroidissement sélectif de son cerveau va se poursuivre pour éviter l'hyperthermie cérébrale. Mais c'est au moment où la course va se terminer que l'adaptation va être difficile. En effet, au moment où la course s'achève, la convection s'arrête brutalement puisqu'il n'y a plus alors de déplacement du coureur et le refroidissement sélectif du cerveau s'arrête donc aussi. La température du corps va alors immédiatement chuter, mais la température cérébrale va poursuivre son augmentation. Ce document montre l'évolution comparée de la température intracrânienne de coureurs sur un tapis roulant après une épreuve qui simule une course à l'extérieur, c'est-à-dire avec une forte ventilation externe analogue à la convection de la course à pied. Et dans cette expérience, chaque sujet a couru 2 fois. Dans une première séance, la ventilation de l'air a été poursuivie à l'arrêt de la course. Dans la seconde séance, cette ventilation a été interrompue à l'arrêt de la course. On observe que dans les 2 cas, la température intracrânienne s'élève dès la mise au repos. Cette augmentation provient de la chaleur qui s'est accumulée dans les muscles qui ont travaillé et dans le tronc et qui rejoint ici la tête. Mais cette élévation de la température cérébrale reste limitée lorsque la ventilation de la tête maintient une thermolyse permettant le refroidissement du cerveau. Par contre, en l'absence de convection, cette élévation de la température cérébrale est plus ample, atteignant ici près de 0,5 degrés et elle se maintient pendant plusieurs minutes. Si une telle élévation survient chez un sujet qui est déjà hyperthermique, elle peut déclencher à ce moment-là une hyperthermie cérébrale fatale et donc une mort foudroyante. En résumé, Philippides a quitté Marathon déjà hyperthermique et déshydraté. Comme la sudation de sa tête est privilégiée, le refroidissement cérébral a fonctionné pendant toute sa course, entraînant donc une accumulation de chaleur dans son tronc et ses membres, d'autant plus grande que la sudation sur le tronc est inhibée par la déshydratation. Et la mort, dans la minute qui suit l'arrivée à Athènes, peut donc avoir été causée par un coup de chaleur foudroyant dû à une hyperthermie aiguë intracérébrale, par l'interruption de la convection et donc par l'effondrement du refroidissement sélectif du cerveau. Et Philippides aurait pu échapper à la mort lors de son arrivée à Athènes par le maintien d'une convection autour de sa tête, peut-être en faisant un léger petit tour d'honneur, mais aussi en buvant et en se mouillant la tête. Mais si Philippides avait survécu à cette course mythique, on l'aurait sans nul doute oublié. Et je n'aurais pas eu le plaisir de vous présenter cette chronique. Dans la prochaine chronique, je vous conduirai du double regard du dieu Janus au double visage du vieillissement cellulaire.